Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tous et qui, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce nouveau ciné-club. C'était Halloween et bientôt c'est Noël, on se réjouit des beaux cadeaux et de la bonne bouffe, et ce que je viens de vous dire n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous parler. L'animation, c'est vraiment tout un monde qui me fascine, car c'est vraiment dans ce milieu où tout est pratiquement possible, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le cinéma dit en live action. Bien évidemment, j'ai eu mon lot de dessins animés que j'aimais étant petit, et étant donné que le thème de l'enfance me tient beaucoup à cœur, je continue à m'intéresser à cette industrie, que ce soit pour un public jeune ou plus mature, même si je pense pas avoir la meilleure culture dans ce milieu. Un point très important, c'est que l'animation n'est pas un genre, mais plutôt une autre façon de faire du cinéma et de s'exprimer à travers une caméra. Il faut arrêter avec l'amalgame de cinéma d'animation égale pour enfants, parce que c'est complètement faux. Alors oui, c'est vrai qu'actuellement, la plupart des films d'animation, que ce soit chez Disney, chez DreamWorks ou certaines productions Netflix par exemple, sont destinés à un public très jeune. Mais ça ne veut pas dire que ces films-là ne sont pas moins intéressants que ceux-là par exemple. Pour ce ciné-club, j'ai envie de vous conseiller 4 films d'animation que j'aime beaucoup personnellement, et j'ai bien évidemment essayé de varier les pays, pas essayer vraiment de se répéter concernant les pays. Pour ce premier film, je vais vous donner tout simplement de la joie et de la bonne humeur, et je vais vous emmener à Hollywood dans les années 30. Danny le chat superstar ou Cat Don't Dance dans sa version originale est un film américain sorti en 1997 et réalisé par Mark Dindal, à la base un animateur qui a travaillé chez Disney sur des films comme Rock et Rocky, Aladdin, Oliver et compagnie, mais aussi sur le Noël de Mickey, qui a aussi réalisé des films comme Cusco et Chicken Little. Il a aussi travaillé pour d'autres studios comme par exemple Warner pour le film Tom et Jerry, et récemment avec Paramount pour le film Le Parc des Merveilles. Le film se passe en 1937 où nous allons suivre l'histoire du chat Danny, dont son rêve est de devenir un acteur à Hollywood, sauf que son chemin va être perturbé par Darla Dimper, superstar à Hollywood, où tout le monde veut lui lécher les bottes. C'est une petite fille, hein. J'ai dit lécher ses bottes, je suis en règle. La petite anecdote, c'est que je ne connaissais pas ce film jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai découvert un tweet avec une séquence du film. Je me dis, waouh, mais ça a l'air chouette, l'animation est superbe, ça a l'air d'être une comédie musicale où il y a autant de danse que de chansons, et moi, j'aime bien ça. Bref, je le regarde direct et j'ai juste adoré. J'aime beaucoup l'esthétique du film, j'aime beaucoup son ambiance située en l'âge d'or d'Hollywood, saupoudrée d'une ambiance à Looney Tunes, avec son OST que j'aime beaucoup, et ses superbes animations qui n'ont pas du tout pris une ride, sachant qu'il a plus de 20 ans. Et l'un de ces points forts que j'ai adoré, c'est le personnage de Darla Dimper. Je pense que les animateurs se sont fait extrêmement plaisir sur cette antagoniste tellement qu'elle déborde d'énergie, qu'elle arrive d'être tantôt adorable, tantôt machiavélique, et que pratiquement tous les moments où elle apparaît sont beaucoup trop drôles et tellement géniales au niveau du public ordinaire ou des animateurs professionnels. Et je parlais des Looney Tunes et le film s'en inspire grandement, vu les traits des personnages que ça soit dans le chara-design et dans leur caractère, aussi dans ses animations et son humour très dynamique, cohérent et extrêmement bien dosé. Et moi en tant que fan des Looney Tunes et du travail de Tex Avery et de Chuck Jones, j'ai complètement trouvé mon bonheur. Ah oui, Tex Avery, ah oui, je me rappelle, il y avait une série que j'adorais, c'était Le Monde Fou de Tex Avery. Je te jure que si tu termines cette phrase, je te pends par les couilles, je te fais bouffer toute ta famille ainsi que tes grands morts. C'est clair ? Bien. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de Cat Don't Dance. Il est vraiment super, principalement destiné au jeune public, très feel good, critiquant la lutte des classes, et peut-être un petit défaut parce que le film n'est pas parfait, c'est que le film dure un peu plus d'1 heure, et c'est un peu dommage puisque les personnages, principalement ceux qui accompagnent Danny, ils sont pas beaucoup développés, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant. Voilà, c'est un super film que je conseille pour les petits comme pour les grands. T'es pas d'accord ? Ah si, super film, j'ai adoré. Maintenant, quittons Hollywood pour revenir en France et vous parler d'un film que je regardais beaucoup étant petit, d'un réalisateur plutôt connu dans ce domaine. Michel Oslo est un réalisateur de films d'animation qui s'est fait connaître au grand public grâce à son premier long métrage, Kirikou et la sorcière. Il est considéré aussi comme l'un des plus grands cinéastes français dans le domaine de l'animation. Par contre, je suis pas un grand fan de ce monsieur, mais les deux seuls films que j'aime c'est Azur et Asmar, et le film que je vais vous parler. Il s'agit d'un film avec un style très original, je trouve, Prince et Princesse. Prince et Princesse est un film sorti en 2000 et le deuxième film de Michel Oslo après Kirikou et la sorcière. Le film raconte l'histoire de deux comédiens, un comédien et une comédienne, qui se rendent chaque soir dans un théâtre afin de créer leur propre pièce. Le film a comme concept de proposer 6 contes avec nos deux protagonistes avec leurs propres identités et leur morale. Un coup on va passer dans l'Égypte antique, puis dans un Japon féodal. Ce qui séduit direct avec ce Prince et Princesse, c'est sa direction artistique grandement inspirée des ombres chinoises, qui donne vraiment cette sensation de rêve et cette thématique de l'enfance que j'aime beaucoup. Et c'est une force de Michel Oslo, proposer des visuels tape à l'œil et toujours bien traités. Et ouais, moi je l'aime bien ce mec, j'aime beaucoup Azur et Asmar, j'aime beaucoup Prince et Princesse, mais ces autres films, je suis un peu moins fan personnellement, donc j'ai plus grand chose à dire en vrai.
Bref, si vous cherchez un petit film pour vos enfants, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, Prince et Princesse est une très bonne alternative des Disney et compagnie. A noter que le film possède une suite nommée Les Contes de la Nuit qui reprend exactement le même concept. Et c'est tout, t'as vraiment rien d'autre à dire? Ah ouais, le film n'a pas grand chose à dire sans lui enlever de la valeur bien évidemment. C'est un film très simple, qui fonctionne très bien et qui est très agréable à regarder. Et puis attends de voir la suite, c'est très costaud. Pour ce troisième film, restons en France afin de vous proposer un autre excellent film pour enfants. Ah bah c'est ce que dit la FNAC, hein, moi... Voici Moutafoukaz, un film sorti en mai 2018 en France, co-réalisé par Guillaume Renard alias Run, auteur de bande dessinée qui a décidé d'adapter sa propre BD, mais aussi réalisé par Shojiro Nishimi du studio 4°C, studio japonais à l'origine de Halo Legend par exemple, ou de Les Enfants de la Mer sorti récemment. Ouais bon, c'est pas complètement français, mais la BD de base est française, donc je t'emmerde. Et l'adaptation est bien co-réalisée par l'auteur de la BD, car le cinéma français, c'est un petit peu de la merde, car tout simplement les producteurs ne produisent que ce qui marche, c'est-à-dire les comédies françaises. Et les producteurs adorent adapter en film des bandes dessinées franco-belges à leur goût. Et le résultat... Après, je pense que c'est pas pire qu'adapter un manga au cinéma. Hein. Ah mais attention, tu annonces dans ton film Death Note que tu as pris un acteur noir, alors qu'à la base le perso qui doit incarner est blanc, mais les manifestations à Hong Kong à côté de ça, c'est une dispute de collégiennes. Hein. Et quand les producteurs proposent aux auteurs s'ils veulent bien donner les droits d'adaptation, ils leur lâchent un bon gros doigt et disent « Frère, je vais le faire moi-même ». Résultat... C'est fou à quel point les auteurs de BD font des meilleurs films que les réalisateurs qui ont fait des études là-dedans. J'aime le cinéma français. Après, il y a des exceptions. On a Alain Chabat, Alexandre Astier et Louis Clichy. Le film Lucky Luke qui avait des plutôt bonnes idées, mais qui se rate avec un humour vraiment très lourd. Steven Spielberg. Et Peter Jackson qui va réaliser la suite. Et le petit Nicolas, qui est un film que j'aime bien et que je trouve pas si horrible que ça, personnellement. Voilà. Bref, fermons cette parenthèse et concentrons-nous sur le film Moutafoukaz. Le film se passe dans la ville de Dark Mid City, une ville bien propre où ça doit être plutôt sympa d'y passer ses vacances, et on va suivre Angelino et Vince, deux chômeurs avec un très joli look qui vont être poursuivis par une organisation mystérieuse, et je me permets de rien dire sur le scénario, il y a beaucoup de retournements de situation, et je préfère pas spoiler. Alors, pourquoi c'est génial? Déjà, c'est surtout au niveau de sa réalisation et de l'animation que le film est réussi. Le film tente des choses qui n'est pas vraiment vu dans l'animation en général, surtout dans les scènes d'action très inspirées par le cinéma hongkongais, et moi, j'aime les films hongkongais. Ajoutez à ça une bande-son fabuleuse dont une partie de Toxic Avenger, un montage dynamique et vous avez un film d'1h30 tout simplement exceptionnel. Aussi, un autre point très cool, au niveau du casting français, nous avons Orelsan et Gringe, les casseurs flotteurs. Aurel qui joue Angelino et Gringe Vince. Et je les trouve plutôt bons dans ce film, je les avais beaucoup aimés dans Comment c'est loin, et je sais pas ce que vaut vraiment Gringe dans le reste de sa carrière cinématographique, et Orelsan avait déjà une expérience au niveau de l'acting et du doublage, sur notamment la version française de One Punch Man. Qui a d'ailleurs rappé dans l'opening de One Punch Man saison 2. Bref, si vous voulez voir un film très différent de ce qui se fait actuellement en France, et si vous aimez le vent de fraîcheur comme dirait Le Figaro ou Le Monde, foncez voir Moutafoukaz. Et essayez de le voir de manière légale, hein. Ça permettra vraiment de soutenir ce genre de film, vraiment. Bien, résumons un peu. Je vous ai présenté deux films pour enfants vraiment très cool et un film un peu plus mature vraiment excellent. Est-ce que ça va envie de chialer? Ouais, ça tombe bien, j'ai un film pour vous, et ça vient du Japon. Alors, A Silent Void est un film japonais sorti en 2016 au Japon et en 2018 chez nous en France, réalisé par Naoko Yamada du studio Kyoto Animation, un studio d'animation très respecté dans le milieu qui était malheureusement victime d'une attaque terroriste qui a fait plus de 30 morts. Je préfère mettre l'ambiance parce que le film est pas vraiment fun. Le film nous raconte l'histoire de Shoya Ishida, un jeune garçon dont sa vie va prendre une tournure lorsqu'il rencontre Shuko Nishimiya, une nouvelle fille dans sa classe qui est sourde. Alors au début c'est rigolo, il l'embête un petit peu, il vole avec ses amis son appareil auditif plusieurs fois et puis Shuko quitte la classe. Tous ses amis accusent Ishida d'être le responsable et se fait renvoyer. Quelques années plus tard, il se trouve seul, isolé de tout le monde suite à ses actions, mais décide de se racheter en apprenant la langue des signes afin d'aller revoir Nishimiya, la fille qu'il avait harcelée. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film tellement que le film connaît extrêmement bien son sujet. Pour commencer, lorsqu'on regarde au premier abord, on peut se dire que ouais, le film ça parle d'handicap, tout ça. Pas vraiment. En fait, ça parle un peu du handicap, mais je trouve qu'il s'agit d'un prétexte pour aborder un autre sujet,
le harcèlement, et plus précisément le harcèlement scolaire, car au Japon, c'est un sujet d'actualité très sensible, puisque le Japon est le pays où le taux de suicide, dû en grande partie au harcèlement, est le plus important depuis de nombreuses années. Mais le film ne se contente pas de dire que waouh, le harcèlement c'est pas bien. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça traite d'une manière vraiment subtile et ça traite bien évidemment d'autres sujets, surtout grâce à son ambiance. Je vous explique. Si je vous dis que le film parle de harcèlement, vous allez me répondre que le film n'est pas vraiment joyeux, presque sombre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vous ai menti. L'ambiance du film est surprenamment cool et joyeuse, qui possède bien évidemment ses moments extrêmement forts, comme par exemple les films de Mamoru Hosoda, que ce soit Le Garçon et la Bête ou Les Enfants Loups, bon enfant dans sa globalité avec ses moments extrêmement puissants. Petite parenthèse, mais je vous conseille vraiment les films de Mamoru Hosoda, bon, excepté son film Digimon et son film One Piece, ça je m'en fous, mais le reste c'est quasiment que des chefs-d'œuvre. Et cette ambiance est justifiée puisque le film parle avant tout du pardon et de rédemption, et met tous les personnages au même niveau. Shuko est certes sourde, mais n'est jamais vraiment traité comme un personnage faible, tout comme Ishida, et le reste des personnages possèdent leur caractère. Pour en revenir sur le harcèlement, le film nous explique certaines choses causées par cela. Par exemple, après son renvoi de son école, Ishida perd ses amis et le traite comme une ordure, même des années plus tard, alors qu'ils étaient ses complices lorsqu'ils harcelaient Shuko. Alors c'est qui le plus gros des salauds ? Est-ce que c'est le harceleur qui a plaidé coupable et qui essaie de se faire acheter, ou ses complices qui ont cherché un bouc émissaire afin de ne pas se faire choper ? Et c'est ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il arrive à traiter de plein de sujets qui se réunissent tout en restant humains. Et c'est sûrement ça sa plus grande force. Le film reste humain. Il y a tellement de scènes et plein de petites subtilités de le film que j'ai envie de vous parler, mais ça va surtout spoiler le film, donc j'ai très envie que vous regardiez ce film et de comprendre pourquoi je l'aime autant. A Silent Voice est tout simplement incroyable, très optimiste et qui possède beaucoup d'espoir sur notre relation avec les autres. Alors oui, peut-être que le film possède des petits problèmes de rythme, mais c'est pas vraiment grave. Regardez A Silent Voice, c'est sûrement l'un des films les plus sincères que j'ai jamais vu depuis longtemps. Et pour terminer, quand j'ai regardé la première fois ce film, à la fin du film, je me suis posé cette question. Est-ce que l'on mérite tous une seconde chance ? Parce que je me dis, après toutes les accusations qu'on a eues depuis quelques années, qu'elles soient réelles ou non, on a toujours tendance à directement accuser la personne d'ordure et de le condamner à mort ou à la peine de prison. Mais je me dis qu'il pourrait se racheter et qu'un jour il pourrait se faire pardonner comme c'est le cas pour Ishida. Mais c'est une question auquel je n'ai pas de réponse car c'est une question compliquée et qui a plein d'arguments qui se contredisent. Par exemple, Bertrand Cantat, chanteur français condamné à 8 ans de prison en 2004 après avoir tué sa compagne lors d'une dispute, qui a fait polémique après avoir sorti son nouvel album en 2018 et qui affirme avoir changé. Et c'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est qu'un film est composé de 50% de notre imagination, c'est-à-dire qu'il peut nous apporter une réflexion, tout comme nous faire rêver avec un simple film pour enfants. Je m'endors seul à l'hôtel, mon cœur